Complaire aux exigences de son mari helvétique, la compagnie belge s'est astreinte à une restructuration massive dont les syndicats se considèrent aujourd'hui comme les premières victimes. Ce matin, ils ont annoncé une première grève d'avertissement de 24 heures dont ils se sont bien gardés de préciser la date, de peur que des avions Swissair ne volent au secours de la compagnie belge clouée au sol. Mais face à la solidarité patronale entre Swissair et Sabena, les futurs grévistes comptent bien opposer une solidarité syndicale. Je suis persuadé qu'au travers des contacts que nous avons avec nos collègues suisses, qu'ils ne briseront pas la grève de la Sabena. 6 mois après le mariage entre Swissair et Sabena, on saura donc lequel des deux couples, patronal ou syndical, marche aujourd'hui le mieux. Allez, une bonne nouvelle à présent, c'est toujours bon à prendre. Grâce à la détente persistante dont profitent les marchés financiers actuellement, la Société de banque suisse a décidé de baisser son taux hypothécaire à 5%. Elle est la première des grandes banques suisses à le faire. Quant à la banque cantonale neuchâteloise, elle est la première banque cantonale romande à limiter 5% également pour le taux hypothécaire de la BCN. À l'étranger, la force de paix destinée à garantir l'application des accords de Dayton en Bosnie prend forme petit à petit. Ainsi, la Russie mettra 5000 hommes à disposition, dont 1500 combattants, mais des hommes qui resteront sous le commandement d'un général russe. Quant à l'Allemagne, elle fournira pour sa part 4000 hommes. On sait toutefois que ce sont les États-Unis qui devraient fournir le plus fort contingent avec quelques 20 000 soldats, à condition bien sûr, que le président Bill Clinton parvienne à persuader son Congrès et son opinion publique de la nécessité d'un tel envoi. C'est précisément ce à quoi il s'est employé hier dans une très importante allocution. Xavier Collin l'analyse pour nous. D'abord, on énonce le principe de base. L'Amérique, elle seule, peut et doit faire la différence pour obtenir la paix. Ensuite, c'est le temps des menaces. Que se passera-t-il si les GIs ne vont pas en Bosnie? Si nous n'y allons pas, l'OTAN n'ira pas, la paix s'effondrera, la guerre se rallumera, le massacre d'innocents reprendra. Ce conflit qui a déjà coûté tant de vies humaines pourrait se répandre comme un poison dans toute la région. Cela pourrait nuire à la stabilité de l'Europe et porter atteinte à notre coopération avec nos alliés européens. Et on pourrait mettre en doute notre leadership et notre engagement pour la paix. Enfin vient le temps des promesses, ces promesses tenues par un chef des armées. Toute personne qui s'en prendra à nos troupes en subira les conséquences. Aux coups de feu, nous répondrons par les coups de feu. Je vous le redis, notre mission sera claire, limitée dans le temps et réalisable. Clôture hier de la conférence euro-méditerranéenne à Barcelone, un conclave qui réunissait les 15 pays de l'Union européenne ainsi que 12 pays méditerranéens associés. Bilan en forme de déclaration de bonnes intentions pour une coopération politique, économique et culturelle plus étroite, l'objectif ultime étant de pouvoir créer une vaste zone de libre-échange pour les produits industriels dans le bassin méditerranéen à l'horizon 2010. Suite, mais pas encore fin, du feuilleton juridico-financier, juridico-sportif Bernard Tapie. Hier, l'ex-président de l'Olympique de Marseille a été condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois fermes par la cour d'appel de Douai, dans l'affaire du match de football truqué Valenciennes-OM. Bernard Tapie s'est aussitôt pourvu en cassation. Il n'ira donc pas à l'ombre dans l'immédiat, ce qui ne le dispense pas pour autant d'une série d'autres procès difficiles en vue. Jean-Philippe Chalère. Cet ultime verdict ne sera rendu que dans plusieurs mois. Fidèle à la nouvelle image de citoyen ordinaire qu'il veut se donner, Bernard Tapie s'étonne de la dureté de la peine. Chacun de nous appréciera ce que représente 8 mois de prison ferme par rapport à ce qui était reproché, c'est-à-dire 250 000 francs qui ont été donnés, je confirme et je continue à dire à mon insu, pour un match de football. Le jugement de Douai pourrait bien n'être que le hors-d'œuvre de ce qui attend Tapie l'année prochaine. C'est un véritable marathon judiciaire que doit se préparer l'ex-Wonderboy, symbole des années fric. De fric, il en sera question sous tous les aspects. La fraude fiscale, tout d'abord, avec le Fosséa. Un bateau de milliardaires enregistré comme navire de commerce alors que Tapie en était le seul utilisateur. Procès en avril prochain. Autre dossier mis en jugement au printemps, l'abus de biens sociaux au détriment de la société de pesage Testu et le contentieux avec le Crédit Lyonnais. Mais le gros morceau, ce sera la disparition de plus de 100 millions de francs français des comptes de l'OM via quelques banques suisses. Pour cette affaire, le juge marseillais a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie.
Une immunité qui protège encore le député des Bouches-du-Rhône. Mais jusqu'à quand? Les nouvelles de la météo pour clore ce dernier journal d'information. On ne prévoit plus de perturbations en vue pour demain et le soleil devrait donc reprendre sa place dans le ciel, mais à une condition. Il faudra éviter bien sûr les brouillards et les stratus qui vont se former sur le plateau. Ces brouillards ne se dissiperont que localement l'après-midi. Ailleurs, le soleil ne devrait pas nous lâcher et les températures iront jusqu'à 11 degrés l'après-midi. Cette situation ne devrait pas trop se modifier ces prochains jours. Bref, si vous n'avez pas pu suivre de bulletin météo ce soir, vous n'avez pas gratté grand-chose. Demain, à la même heure, il est fort probable que nous répétions les mêmes propos. Voilà pour ces dernières informations de la journée. Je vous laisse à présent, tout de suite après le TJ Nuit, un film nécessaire, un film de Daniel Schweitzer. Sylvie, c'est mot pour le dire, un film nécessaire, je disais, qui montre toute la dignité et tout le courage d'une jeune mère de famille atteinte du sida face à la mort. Passez une bonne soirée et une excellente réflexion si vous regardez ce film. Au revoir. Dans un instant, la vie en face. Plus de 26 000 clubs sportifs offrent leur aide. Vous aimez les happy end? Nous aussi. Assista, l'assurance protection juridique du TCS. Découvrez les clubs sportifs. Demain, passe-moi les jumelles, papy en fête. Champagne, foie gras, chapon. À un mois de Noël, Benoît Hamon et Pierre-Pascal Rossi dressent le couvert d'un voyage délicieux. Thelma et Louise de Ridley Scott. Gina Davis et Suzanne Sarandon en route pour la liberté. Brad Pitt en route pour la gloire. Attention, film culte. Mémoire vivante, Nikita Khrouchtchev. Inspirateur de Gorbatchev ou de Yeltsin, il offrait au communisme la possibilité de s'humaniser. Il ne pourra en empêcher la chute. Portrait. Passe-moi les jumelles, papy en fête. Thelma et Louise et Mémoire vivante, Khrouchtchev, demain sur la TSR. Sylvie habitait Genève. Elle aimait la vie, elle aimait son mari, ses deux petites filles. Sylvie avait 30 ans lorsqu'elle est morte au matin d'une journée de soleil de l'été 94. Sylvie avait le sida. Bonsoir. Une nouvelle qui avait éclaté dans sa vie comme un sale coup de tonnerre après des années d'une séropositivité ignorée.
Alors Sylvie s'est battue contre la maladie. Sylvie s'est battue pour essayer de sauver le maximum de cette existence familiale qui était toute sa vie. Mais elle a voulu aussi lutter avec les autres, trouver cette force de chaque instant pour se battre contre l'ostracisme, contre la solitude des malades du sida. Ce film, terriblement émouvant et juste, que lui a consacré Daniel Schweitzer, est l'histoire de son combat, l'histoire des dernières années, des derniers mois de la vie de Sylvie. Et vous allez le voir, c'est en fin de compte une histoire d'amour. Une histoire, l'histoire de Sylvie, que nous vous proposons ce soir dans La Vie en face, à quelques jours, à quelques heures presque de la grande journée mondiale du sida, de la grande soirée spéciale que la TV suisse romande s'apprête à consacrer précisément à la lutte contre le sida. Et il est important que vous nous rejoigniez vendredi 1er décembre, ce vendredi, dès 20h10, pour Sida Cœur. Sida Cœur, soirée spéciale d'information, de solidarité, de variété aussi, puisque de nombreux artistes seront présents en direct et en public. Soirée qui permettra de faire le point sur la situation dans notre pays et à l'étranger, le point également sur la recherche. Vous le savez, il y a toujours plus de malades du sida, toujours plus de personnes concernées, toujours plus donc de situations très tendues, très difficiles sur le plan économique. On fera donc appel à votre cœur, à votre générosité, toute la journée de vendredi, en collaboration avec les 3 chaînes de la radio romande, avec aussi la chaîne du bonheur, et puis je vous l'ai dit, sur cette antenne, dès 20h10. Réservez donc votre soirée pour cet événement, Sida Cœur, vendredi prochain, 1er décembre, dès 20h10. Mais tout de suite, l'émouvante, la courageuse histoire de Sylvie. Voilà, et je vous rappelle une fois encore le grand rendez-vous que nous avons vendredi prochain, 1er décembre, pour la grande soirée spéciale de la TV romande, Sida Cœur. 20h10, en public et en direct, le point sur la question, de l'information, des variétés, donc soyez au rendez-vous. Bonsoir. Paul Gruninger était commandant de la police de Saint-Gall. Lors de la dernière guerre, il a contrefait des documents d'immigration afin de permettre à des juifs de pénétrer sur le territoire. Un acte indéfendable qui lui a coûté une amende et son poste. La Suisse ne voulait pas de réfugiés juifs et a marqué leur passeport d'un J distinctif. Comment avons-nous pu aller si loin? Explication dans La Suisse et les Juifs, mercredi sur Suisse 4. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la 19e ronde du championnat suisse de hockey sur glace ce soir. Une 19e ronde qui coïncide avec le début du 3e tour de ce championnat. Et un 3e tour, vous allez le voir dans quelques secondes, qui nous a valu quelques surprises, une séquence qui n'est pas fréquente en tout cas en Suisse romande. Regardez. Et cela s'est passé tout à l'heure lors du match Rapperswil-Lausanne. Une bagarre générale a éclaté sur la patinoire de Rapperswil. Il y aura passablement de pénalités. On va en reparler dans quelques instants lorsque l'on reverra la totalité du montage de cette rencontre. Eh bien, la totalité du montage de cette rencontre, je vous propose de la découvrir maintenant. Un montage qui a été effectué par Philippe Ducas. Et voici donc ce leader surprenant qu'est Rapperswil-Jona au moment d'aborder le 3e tour du championnat. Et Rapperswil, c'est la meilleure attaque de Ligue nationale A, un atout que ne possède pas le Lausanne Hockey Club, d'où l'arrivée de Nicolas Gore, l'attaquant de retour de Zurich, afin de donner un peu plus de poids à l'offensive vaudoise. Mais c'est le leader qui a le mieux entamé la partie. On joue depuis 2 minutes 20 et Hofstetter va trouver le poteau de la cage de Kindler. Belle erreur défensive de Fabien Guignard.
4e minute, première attaque des Lausannois. Puck de Cyril Pache pour Marcel Vic et Bayer s'en sort bien une première fois. L'offensive lausannoise continue, Bayer en 2 temps. On revoit cette possibilité, la première et la seule occasion lausannoise de la première période, le tir de Vic et l'arrêt de Bayer. Le match n'est pas de très bonne qualité. Maxime Lapointe se retrouve déjà pour la 2e fois sur le banc des pénalités. Les Saint-Gallois sont en supériorité numérique. Un puck qui va venir sur la canne de Tony. Et puis un puck perdu par la défense danoise, récupéré immédiatement par Tony qui trouve Weber à la conclusion pour le 1-0 en faveur du leader. Un score parfaitement logique à ce moment de la partie. On revoit tout ça, le bel opportunisme de Marc Weber et Rapperswil qui ouvre la marque après 11 minutes 37 secondes. Pas le temps de se remettre de ce coup du sort que Michel Meyer s'empare de la rondelle au milieu de la patinoire. Un dribble, un tir et Kindler est mystifié. C'est 2-0 pour Rapperswil. Un but qui tombe 38 secondes après l'ouverture à la marque. Un beau mouvement solitaire de Meyer. C'est son 2e but de la saison. On en restera là au terme du premier tiers-temps et ça commence plutôt mal pour Lausanne après la pause. Martin Desjardins n'est pas content. Le voilà puni pour une broutille. Monsieur Stadler, l'arbitre, va d'ailleurs pénaliser à tort et à travers. Kourou dans le camp vaudois. Ici, on voit Alain Raymond qui s'explique et qui dit son fait au trio arbitral. Et c'est la bagarre. Vous en avez déjà vu des extraits il y a quelques instants. Le match a véritablement dégénéré. Allez, on va vous laisser apprécier ces scènes dignes de la National Hockey League, très rares sur les patinoires helvétiques. On vous laisse apprécier ces quelques échanges assez spectaculaires. Pour finir, 8 joueurs auront été renvoyés au vestiaire prématurément par l'arbitre, M. Stalder, qui porte une part de responsabilité dans l'ambiance pourrie de cette rencontre. Le match a été interrompu une 20aine de minutes. C'est tout de même énorme. On repart du hockey sur glace quand même. 27e minute, Lausanne est à 5 contre 4, mais va perdre le puck. Et c'est Gilles Thibaudot qui va partir en contre. Retour de Marquis, le défenseur lausannois, qui le retient irrégulièrement. C'est pénalty, signale M. Stadler. On va revoir la faute de Marquis alors que ça discute une nouvelle fois auprès du trio arbitral. On revoit la faute de Marquis, le numéro 19 lausannois. Thibaudot ne peut rien faire. Pénalty tout à fait justifié. M. Stalder, en l'occurrence là, a repris une part de ses esprits. Et le justicier dans tout cela, c'est Mike Richard. Richard qui s'avance face à Kindler. Le gardien lausannois, cette fois-ci, va s'en sortir à son avantage. Et un gardien lausannois pas très sportif. Vous allez le revoir au ralenti. Un ralenti avec Richard qui pousse bien son puck, qui va même le pousser un tout petit peu trop. Il en perd le contrôle. Kindler va pouvoir s'interposer. Et magnifique bras d'honneur du gardien lausannois. Les 3050 spectateurs n'ont pas apprécié. 28e minute de jeu, Rapperswil repart à l'assaut dans une ambiance détestable. Thibaudot pour Roggenmoser, tir de Roggenmoser et superbe arrêt du gardien lausannois, auteur d'une très belle partie ce soir. Il fut d'ailleurs un des seuls à véritablement ressortir du lot dans cette rencontre. On vient de passer la mi-match, les Saint-Gallois sont encore en supériorité numérique. On va retrouver derrière la cage de Kindler Mike Richard pour Gilles Thibaudot et à la réception, Beat Kindler, encore une fois remarquable. Kindler, le meilleur homme, le meilleur lausannois sur la patinoire. Lausanne qui ne s'est créé qu'un minimum de possibilités dans ce match. Semblant de réaction en fin de tiers. Stoffel est sur le banc des pénalités. Vous l'avez vu, Taco s'échappe sur la droite et le contre est lausannois, mais Raymond ne pourra récupérer cette rondelle. Une dernière occasion pour Rapperswil juste avant la sirène avec Ruffener qui remet Kindler à forte contribution. Ruffener qui va pouvoir garder cette rondelle. Il va s'en débarrasser, mais ce puck va lui revenir d'ici quelques instants sur une passe de Tony. La défense lausannoise qui s'organise, mais je vous le rappelle, elle est en infériorité numérique. Et Ruffener, encore une fois, qui va se placer devant la cage et nouvel arrêt de Beat Kindler.
Avec 2 longueurs d'avance, Rapperswil n'est pas à l'abri, surtout qu'il n'est franchement pas bon ce soir. Coup d'envoi de ce 3e tiers et après 24 secondes, Taco va trouver Marquis. On joue vraiment les premières secondes de cette 3e période. Taco et Marquis qui a bien suivi dans un monstre cafouillage. Et c'est un but surprise, un but lausannois. Le LHC revient à une petite longueur du leader. Ça cafouille mais ça marque. Première tentative de Taco et Marquis inscrit son premier but de la saison. Après la bagarre de tout à l'heure, les joueurs étaient revenus exténués. Ça va un peu mieux dans ce 3e tiers-temps. Thibaudot, Kindler, toujours 2-1 pour Rapperswil. Mais ce match est vraiment de toute petite cuvée. On vous en donne la preuve, ça roupille. Le puck est jouable, personne ne le veut. On a déjà vu mieux et beaucoup plus engagé. Tout à l'heure, on a vu un Ruffener pas très inspiré devant Kinder. Là, c'est une mauvaise passe. Il offre le puck aux Lausannois. Desjardins pour Schlepfer. Chance pour Bayer. Toujours 2-1 pour Rapperswil. 55e minute, Lausanne n'a qu'un but de retard mais manque de jus. Rapperswil pourtant n'arrive pas à en profiter. Roggenmoser pour Gilles Thibaudot juste à côté. Puck bloqué par le gardien lausannois. On revoit cette passe de Roggenmoser. Gilles Thibaudot qui récupère le puck. Son tir ne sera pas assez croisé. Le puck qui rebondit derrière la bande. Et Beat Kindler va bloquer celui-ci tout près du poteau droit de sa propre cage. Quelques instants plus tard, c'est Roggenmoser qui va servir Mike Richard. Cafouillage devant la cage lausannoise, mais Rapperswil ne parvient pas à faire le break. Dernière minute de jeu de cette rencontre. Lausanne veut tout faire pour égaliser et ainsi arracher la prolongation. Kindler a quitté sa cage. Rapperswil est à 6 contre 5. Richard sert Roggenmoser qui sert Thibaudot. C'est 3-1 pour Rapperswil. Le match est joué. 3e but et dernier but de Rapperswil à 3 secondes de la fin de cette rencontre. Courte victoire d'un tout petit leader face à un Lausanne méritant mais qui n'a marqué que 3 buts lors des 4 de...